Bien, alors on revient donc à notre exercice. Voici donc les 4 liaisons que nous avons trouvées, ou bien les 4 contraintes, et par la suite, nous avons le degré de liberté est égal à 2. Très bien. Et par la suite, il faut passer au calcul de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Eh bien là, je ne vais pas vous donner tout le calcul parce que vous avez 2 tiges. L'énergie cinétique d'un solide, si vous voulez, vous avez le centre de masse G1, vous avez le centre de masse G2. L'énergie cinétique d'un solide, je vous rappelle l'expression de l'énergie cinétique d'un solide, c'est T d'un solide par rapport à un repère R0 est égal à mv carré de G par rapport à R0 sur 2 plus 1 demi oméga de S par rapport à R0, le tenseur cinétique au point de S en G fois oméga de S par rapport à R0. Et ça, c'est l'expression de l'énergie cinétique. En passant par G, on pourra passer par n'importe quel point parce que l'énergie cinétique, en fait, c'est 1 demi le torseur de vitesse de S par rapport à R0, multiplié par le torseur cinétique de S par rapport à R0. Et vous pouvez passer par n'importe quel point que vous voulez. Très bien. Pour l'énergie cinétique, on ne va pas quand même vous écrire comment calculer V de G, etc., comment calculer oméga. Ça, vous le savez très bien. Alors, par exemple, si vous voulez le torseur des vitesses, ça, vous l'avez fait l'année dernière, hein, le torseur des vitesses du solide 1 et le torseur des vitesses du solide 2, calculer point A, etc., vous pouvez le faire par vous-même, ce n'est pas difficile. Eh bien, je vous donne l'énergie cinétique. Je vous donne l'expression de l'énergie cinétique des 2 solides, hein, des 2 barres. Hein. Ça, c'est très simple, hein, c'est très simple. Alors, voilà donc pour la tige 1 et pour la tige 2. Pour la tige 1, l'énergie cinétique T de la tige 1 par rapport à R0 est égale la masse sur 2 multipliée par la vitesse de G1. Ah ben, la vitesse de G1, c'est quoi? C'est L psi.1 multiplié par ce vecteur-là qui est perpendiculaire, hein, au déplacement de G1. Pour la vitesse, donc pour la vitesse au carré, c'est L carré psi point carré. C'est L carré. Vous calculez d'abord. Il faut faire le calcul de la vitesse de G1. Ne faites pas comme ce que j'ai fait. Moi, je vous donne le résultat. Calculez la vitesse de G1. Calculez la vitesse de G2 quand vous voulez. Soit vous travaillez avec les torseurs, soit vous calculez G2, c'est OA plus AG2. C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, c'est la même chose. Et OG1, c'est L cosinus psi 1, L sinus 1. Vous faites la dérivée, vous aurez la vitesse. Très bien. Plus 1 demi, ben faites attention, ça c'est très important. Plus 1 demi du moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe passant par G1. Moment d'inertie de la tige. Je vais l'écrire, c'est un G1Z0 fois psi point carré 1, parce que j'ai un mouvement dans le plan. Ça, c'est l'énergie cinétique de la tige 1. Faites attention, à quoi est égal? Ça, il faut le faire. J, si vous voulez, J1, 0, le moment d'inertie par rapport à l'axe Z0, mais passant par... Ce n'est pas le moment d'inertie par rapport à cet axe, non. C'est le moment d'inertie par rapport à l'axe passant par G1 et qui est parallèle à Z0. Hein. Et ceci est égal à ml carré est égal à ml carré sur 3. Ça, c'est le moment d'inertie. Or, si vous prenez le moment d'inertie ici, c'est 4 tiers de ml carré. Hein. Ce n'est pas la même chose. Alors, l'énergie cinétique T de la tige 2 par rapport à R0 est égale, même chose, sauf que le vecteur vitesse n'est pas le même. Hein. C'est m sur 2 facteur, c'est la vitesse de G2, donc il y a beaucoup de termes.
facteur de 4 psi.1 carré plus psi.2 carré plus 4 psi.1 psi.2, le cosinus psi2 moins psi1, d'accord, cosinus de psi2 moins psi1, et je ferme la parenthèse. Ça, c'est le terme m sur 2 VG carré 2. Ça, c'est VG2 carré. Ça, c'est VG2 carré. D'accord? Et par la suite, plus, même chose que la première, plus 1 demi, JG2Z0, c'est la même valeur. Hein. C'est le moment d'inertie de la tige 2 par rapport à l'axe G2. Passons par G2 parallèle à Z0. C'est le moment d'inertie par rapport à cet axe. C'est la même valeur que celui-là. Hein. Et ici, c'est psi point carré 2. Et avec ceci, JG2 est égal à J2Z0 sont égaux à ml carré sur 3. Ouais, travailler l'énergie cinétique. Eh bien, l'énergie cinétique totale, c'est la somme des deux. Bien. Alors, pour l'énergie potentielle, alors, je vous donne l'énergie potentielle et après, on va refaire parce que vous voyez très bien que les calculs, on va les refaire chaque fois, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, le Lagrangien, les équations de mouvement. Je ne vais pas les refaire chaque fois. Hein. Je ne vais pas les refaire chaque fois. Je vous laisse à vous un petit peu le temps de faire ça à la maison. Alors, je vous donne l'expression de l'énergie potentielle et à la maison, essayez donc de trouver les équations de Lagrange. Voilà l'énergie potentielle U. L'énergie potentielle est égale moins mgl facteur de 3 le cosinus de psi 1 plus cosinus psi 2. Ça, c'est l'énergie potentielle. Eh bien, le Lagrangien, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Et vous avez 2 degrés de liberté, donc vous avez 2 équations. Alors, est-ce que pour les équations de Lagrange, vous avez un terme supplémentaire? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équations de Lagrange vont s'écrire comme ceci. Pour la première, par exemple, d sur dt, dl sur dpsi.1 moins dl sur dpsi 1 est égal carrément 0 parce qu'il n'y a pas d'effort. Hein. Les liaisons ici, c'est-à-dire les efforts que vous avez ici et là, n'existent pas. Vous n'aurez pas de puissance. La puissance du poids P1 et la puissance du poids P2, elles sont déjà calculées dans l'énergie potentielle. Et donc, vous avez ce second terme-là est égal à 0. Même chose pour l'autre. D sur dt, pour la deuxième équation, d psi.2 moins dl sur d psi2 est égal à 0. Vous aurez les équations du mouvement. Bien. Alors, on va donc passer, pour ne pas perdre beaucoup de temps là-dessus, hein, sinon on va perdre du temps pour rien. On va passer donc, j'ai dit que... Alors, on va passer à cet exercice. Je vais aussi vous donner, parce que l'énergie potentielle de la tige, l'énergie cinétique de la tige, il vous reste que l'énergie potentielle de ressort, donc on va les rajouter. Voilà. Donc je vais passer à cet exercice. Sinon, on n'aura pas le temps de faire ce que je voudrais faire avec vous. Hein. Ce que je voudrais faire avec vous, c'est la série numéro 3, c'est-à-dire c'est l'exercice facultatif. C'est un exercice qui est très bien. Alors, cet exercice-là, que vous avez, voilà, et là vous avez G1, et vous avez G2, et là vous avez θ, et cette distance-là, c'est Y, cet axe-là, c'est X0, et cet axe-là, c'est Y0. Voilà. Bah, écoutez, alors, est-ce que je vais vous donner la solution complète ou bien est-ce que je serai obligé de faire l'exercice? Ah, ça tombe pas bien. J'ai pas la solution. J'ai pas la solution ici. Mais quand même, je vais vous donner quelques brins de solution si vous voulez. Alors, caractériser ce système holonome ou pas, dissipatif ou pas. Ah ben c'est très bien. Pas de frottement. Il n'y a pas de frottement. On suppose qu'il n'y a pas de frottement. Dans l'exercice, il faut voir. On suppose dans un premier temps que le mouvement du solide S1 est réduit à une translation là et que S2 est une tige articulée
liaison que toutes les liaisons sont sans frottement, des liaisons parfaites. Il n'y a pas de frottement, donc... alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il n'y a pas de frottement, il n'y a rien, il n'y a pas de dissipation d'énergie. Vous avez donc un système non dissipatif. Système non dissipatif. Oh là là, je m'excuse, hein, je m'excuse. Hein. Je m'excuse. Un système, vous avez un système non dissipatif. Il n'y a pas de dissipation d'énergie par frottement. Alors, les liaisons sont parfaites ici. Hein. Liaison parfaite ici. Vous pouvez dire aussi que vous avez une liaison parfaite ici, bien que ce n'est pas nécessaire. Pardon, ça c'est très bien. Alors, par la suite, est-ce que c'est un système holonome? Oui, c'est un système holonome. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le système est holonome? Je n'ai pas de relation qui concerne les vitesses, comme pour la relation de vitesse de roulement sans glissement. On n'a pas de relation cinématique. Donc, mon système, il est holonome. Bien. Et par la suite, c'est tout. Caractériser le système holonome ou pas, dissipatif ou pas, etc. Alors, déterminer son Lagrangien. Alors, le Lagrangien, bien sûr, pour calculer le Lagrangien, j'ai besoin de l'énergie cinétique, moi, l'énergie potentielle. L'énergie cinétique. Eh bien, l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique de cette masse. Ça, c'est M1, je pense. Hein, c'est M1, très bien. Ça, c'est M1, masse M1. Et ça, c'est 2L M2. Alors, l'énergie cinétique de la masse 1, bien sûr, la vitesse de G1, c'est Y.Y. La vitesse de G1, c'est Y.Y. D'accord? Donc, ceci, c'est M1. Il n'y a qu'une masse fois la vitesse de E, c'est Y point carré. Ça, c'est l'énergie cinétique de la masse 1. C'est T de 1, T de 1 par rapport à R0. Maintenant, T de 2 par rapport à R0. Alors là aussi, vous pouvez passer par le centre de masse, comme tout à l'heure. C'est la masse 2 sur 2, la vitesse carrée de G par rapport à R0, plus 1 demi J de Z0 fois θ point carré. Il vous faut carrément calculer, il faut seulement calculer la vitesse de G2. C'est tout. Alors je vous donne le résultat, hein. Je vais pas le faire. Donc vous aurez l'énergie cinétique totale de 6 sigma par rapport à R0, c'est-à-dire la somme des deux. La somme des deux, c'est M1 sur 2 Y point carré plus M2 sur 2 facteur Y point carré plus L carré θ point carré plus 2L θ point Y point cosinus θ. Voilà. Et ceci plus 1 demi G2 Z0 fois θ point carré. Ça, c'est le terme provenant de la vitesse de G2. C'est tout. Hein. Pour l'énergie potentielle, alors pour l'énergie potentielle, je vous donne aussi l'énergie potentielle sans faire de calcul. Hein. Ah là là. Ah, bon, je vais faire quand même un peu de calcul. Et dans l'exercice d'après, je ne vais pas faire le calcul. Je vais vous faire ici le calcul, c'est mieux, parce qu'il y a un petit quelque chose qu'il faut vous montrer. Alors, pour l'énergie potentielle d'une manière générale, moi je préfère passer par là parce que énergie potentielle, hein. énergie potentielle. Moi je préfère passer par ceci. Pour calculer l'énergie potentielle, eh bien je passe par le travail de la force. Par exemple le poids, P. L'énergie potentielle du poids, bien sûr, je vais calculer l'énergie potentielle du poids, puis l'énergie potentielle du ressort. Le ressort, c'est K L0. D'accord, c'est K L0. D'abord, delta W du poids. Le poids, c'est delta G. Alors, dans ce cas-là, j'ai le poids, l'énergie potentielle de G1, l'énergie potentielle de G1, vous allez voir, je vais laisser P delta G, et après, je vais mettre P1 delta G1 et P2 delta G2 pour chacun. Alors, ceci, normalement, si le poids P dérive d'un potentiel, ou bien si la force F dérive d'un potentiel, c'est moins delta U. Ceci. D'accord? Moins delta U. Or, ça,
Puisque P garde une direction constante, je peux le mettre à l'intérieur de delta. Ceci est égal à delta P O0G. Et ce delta P O0G est égal à moins delta U. Ceci entraîne, vous voyez très bien, EU directement est égal à moins P O0G. Voilà votre énergie potentielle. C'est tout. La constante, on la laisse. Alors, si je voudrais calculer l'énergie potentielle du solide 1, c'est-à-dire de masse M1, j'ai O0G1, c'est O0A plus AG1. Si vous voulez, hein, si je pourrais donc... C'est la même chose que je vais faire tout à l'heure, mais il vaut mieux que je vous le montre. Voilà. Alors... Voilà. Donc, si je voudrais calculer U1, énergie potentielle du poids P1, P1 delta G1. Donc, U1, on a dit que U1 est égal à moins P1 O0 G1 est égal. Alors, P, c'est mg x0. Hein. C'est moins mg x0. Voilà pour le poids P1. P1, c'est le poids qui est ici. Hein. Je vous le mets comme ceci, comme ça vous n'aurez pas de problème par la suite. Ça, c'est pour le poids P1. Et là, c'est pour le poids P2. Parce que les masses, vous avez deux solides. Alors, OG1, O0G1, c'est O0A. C'est O0A plus A G1. Ce qui est égal, si vous voulez, moins mg. Alors, x0 fois O0A, faites attention, le O0A. Le O0A, si vous voulez, O0A est égal. O0A, c'est moins AX0. Et AG, bien sûr, AG est égal Y0. D'accord? Eh bien, regardez, le x0 scalaire AG1, le x0 scalaire AG1 est égal à 0 parce que vous avez le y1, le y0. Il vous reste ça par ça fait un plus. Ça fait un plus. Et ça, c'est une constante. C'est même pas la peine de l'intégrer dans l'énergie potentielle, dans le Lagrangien, parce qu'elle va disparaître par la suite. Elle n'a pas d'effet. Tandis que U2, même chose, c'est moins P2 O0 G2 est égal moins, même chose, mg x0, mais cette fois-ci O0 G2. Or, O0 G2, on va refaire la même chose, c'est O0A plus AG1 plus G1 G2. Je l'ai fait comme ceci, ça vous permet un petit peu de voir toute la démarche. Ça nous fait moins, si vous voulez, mg x0, facteur O0A, c'est moins AX0, plus AG1, c'est y0, et plus G1, G2. Alors, G1, G2, je vais mettre LER. LER, c'est le vecteur unitaire porté par la tige. D'accord? Le ER, vous l'avez ici. Le vecteur ER, c'est un vecteur porté par ceci. Ça, c'est ER. Et le vecteur Eθ, c'est perpendiculaire. Bien. Alors, on aura ça par ça. Ça, il va disparaître. Et on aura donc est égal, si vous voulez, est égal moins mg, facteur moins a. Je fais entrer que le x0. Le x0, plus L x0 ER. Or, x0 ER, c'est la projection de ER sur x0. La projection de ER sur x0, c'est cosinus θ. C'est le cosinus de θ. Donc, vous aurez ceci égal moins mg, facteur de moins a plus L cosinus θ. Alors voilà, donc vous avez l'énergie potentielle relative au poids P2. Donc U2 est égal à moins P2 O0G2.
Et donc, il faut calculer le O0G2 que j'ai mis ici. Et par la suite, j'aurai ceci comme résultat. Eh bien, l'énergie potentielle U2, ou bien U total, U, bien sûr, U du poids, U relative au poids, est égal, j'enlève les constantes, la constante MGA, j'enlève la constante MGA du premier et la constante MGA du second, je vais avoir moins MGL cosinus θ, en enlevant les constantes. Ça, c'est l'énergie potentielle du poids. Il nous reste l'énergie potentielle de ressort. L'énergie potentielle de ressort est égale à K sur 2, Y moins L0 au carré. Il n'y a rien à rajouter. K, Y, c'est la longueur à l'instant T, Y, c'est la longueur du ressort I tiré, moins la longueur initiale au carré. Eh bien, l'énergie potentielle U totale est égale à K sur 2, Y moins L0 carré, moins MGL cosinus θ. Ça, c'est votre énergie potentielle totale. Et l'énergie cinétique, je vous l'avais déjà donnée. Hein, j'ai donné l'énergie cinétique. Hein. J'ai donné l'énergie cinétique, je ne me rappelle plus. Hein. Est-ce que je vous écris? Oui, je vous avais écrit l'énergie potentielle. Bien. Alors, il vous reste les équations du mouvement. Alors, faites attention. Là aussi, on a dit que le système n'est pas, il est non dissipatif. Le système est holonome. On n'a pas d'autres forces à rajouter. Eh bien, on va écrire les équations de Lagrange. On aura une équation pour Y, les équations, et une équation pour θ. Vous aurez deux équations de mouvement. C'est-à-dire, vous aurez ceci. D sur dt, dl sur dy point, moins dl sur dy est égal 0. Il n'y a rien, parce qu'on n'a pas d'autre force à rajouter. Et l'autre, c'est d sur dt, dl sur dθ point, moins dl sur dθ est égal à 0. Bien, je vous laisse à vous de retrouver ces équations, ça ne pose aucun problème. Vous avez l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle et vous commencez à retrouver les équations. Bien, alors on va passer à l'exercice qui est facultatif, cet exercice-là. Cet exercice, je vais vous dire d'abord pourquoi on va traiter cet exercice. Il est simple, mais les questions sont importantes. Alors je vais les traiter de plusieurs manières. D'abord, je vais vous donner, hein, je vais essayer de ne pas faire trop de calculs, hein, afin de finir le problème. Afin de finir notre problème, je vais essayer de ne pas faire de calculs, de vous donner que des résultats, mais je pourrais vous faire les calculs si vous voulez. Alors, pour vous montrer quelque chose de très intéressant, bien, bon. Alors, l'exercice série 3, hein, c'est l'exercice 2, série 3. Exercice 2, série 3. Série 3. Alors, cet exercice, vous avez donc deux disques. Le premier disque, c'est un disque, on va supposer que c'est un disque qui est fixe. Hein. Le premier est fixe. On peut d'ailleurs lui donner un mouvement, mais ici, on a supposé que ce disque, il est fixe. Ça, c'est notre disque D2. Ça, c'est le disque D2. Ça, c'est D2. Et vous avez un autre disque qui se déplace sur le premier avec un centre de masse G1. Et ça, c'est mon disque D1 de rayon R1 et de masse M1 ou bien de masse M. Comme ça, c'est mieux. Alors, cet angle-là, c'est X0, Y0, vous avez le Z0 c'est vers le tableau. Cet angle-là, qui repère la position de G1, c'est θ. Et la rotation, et cet angle-là qui repère la rotation du disque par rapport à X0, Y0, c'est phi. D'accord? Je ne vais pas donc dessiner le repère lié au solide 1. Très bien. Alors, exprimer la condition de roulement sans glissement. Bien, moi, je ne vais pas faire ça pour la condition de roulement sans glissement. Je vais d'abord vous donner quelque chose. Ben, si je l'ai ici, c'est très bien. Je vais vous donner ce qu'on appelle... Alors, c'est un problème qui est non holonome. Voilà non holonome, ça dépend. Est-ce qu'on va tenir compte de la condition de roulement sans glissement ou pas? D'accord? Donc, nous avons donc une condition de roulement sans glissement.
Cette condition de roulement sans glissement, je vais vous la donner. Comme ça, on aura, c'est-à-dire que la vitesse de glissement de D1 par rapport à D2, qui est égale à la vitesse du point I appartenant à D1 par rapport à D2, est égale à 0. Or, cette même vitesse, c'est la vitesse de I appartenant à D1 par rapport à R0, parce que D1 et R0, c'est le disque D2, il est fixe par rapport à R0, donc ça fait qu'un seul repère. Donc, c'est la vitesse de I appartenant à D1 par rapport à R0. Le point I, c'est ce point-là de contact entre D1 et D2. Bien. Alors, cette vitesse-là, c'est la vitesse. Donc, si vous voulez, je vais avoir le torseur des vitesses. Torseur de vitesse de D1 par rapport à D2. En fait, c'est le torseur des vitesses de D1 par rapport à R0. Je pourrais le calculer. Hein. Donc, je vais avoir TV D1 par rapport à R0 est égal le vecteur rotation. Ou bien, si vous voulez ne pas passer par les torseurs, je vais voir si je pourrais ne pas faire ce passage par les torseurs. Ça serait mieux. Vous me donnez 2 secondes pour voir ce que je pourrais faire. Alors, je voudrais vous montrer d'abord le PFD. Oh là là. Je voudrais d'abord passer par le PFD avant de faire le calcul, mais quand même, ce n'est pas un problème. Alors, la vitesse. Donc, je vais... bon. Alors, le vecteur vitesse de rotation de D1, c'est phi.z0 parce que on me donne la position. Vous voyez très bien que vous avez phi, c'est l'angle par rapport à x0 de rotation de ça. C'est pas θ plus, c'est phi. C'est phi point. Et ici, je pourrais le calculer par exemple en G1. Je pourrais le calculer en G1. Et la vitesse de G1, si vous voulez, la vitesse de G1, c'est quoi? C'est R1, c'est R2 plus R1, θ point, Eθ. Voilà, je mettrai, par exemple, ceci, c'est Eθ. Et cet angle, et ce vecteur-là, c'est ER. Donc la vitesse G1, c'est R1 plus R2, θ point, Eθ. Vous voyez, très bien, Eθ. Très bien. Voilà. Et donc la vitesse de I appartenant à D1 par rapport à R0, c'est la vitesse de G1, c'est V de G1 par rapport à R0, plus oméga de D1 par rapport à R0, vectoriel G1I. G1, c'est la relation de distribution des vitesses dans le solide, est égale à R1 plus R2, θ point Eθ, θ point Eθ, plus phi point Z0, vectoriel G1I. Alors, G1I, c'est moins R1ER. C'est moins R1ER. D'accord? Et Z0, vous voyez très bien que moins, si vous voulez, moins ZER, c'est moins θ. Hein. Enfin, si vous voulez, on va faire ça. On va faire ER, Z0, si vous voulez. Ceci, ça fait R1 plus R2, θ point Eθ, si vous voulez, hein, plus phi point R1, je vais mettre ER vectoriel Z0. Alors, ER vectoriel Z0, c'est moins Eθ. Ceci, c'est moins Eθ. Moins Eθ. Et donc, cette vitesse est égale à R1 plus R2, θ point, moins R1 phi point, le tout fois Eθ. Et la condition, si je cherche la condition, et la condition de roulement sans glissement, la condition de roulement sans glissement, c'est que la vitesse de glissement soit égale à 0. La vitesse de glissement est égale à 0, c'est-à-dire c'est R1 plus R2 θ point moins R1 phi point est égal à 0. Ça, c'est la condition de roulement sans glissement. Ça, c'est une liaison non holonome. D'accord? Ça, c'est une liaison non holonome.
Alors le problème, tout le problème réside dans comment faire et comment travailler avec cette vitesse, ou bien comment travailler avec cette liaison non holonon. Alors regardez, il y a plusieurs étapes du problème. D'accord? Je vais faire la chose suivante. Je vais par exemple parler du PFD. Je vais commencer par parler du PFD et j'arriverai jusqu'à la fin. Regardez, lorsque j'écris les équations du PFD, mes équations du PFD, c'est un passage juste pour vous montrer, hein. Ça fait pas partie du problème, hein. Mais je vais vous montrer parce que chaque fois on vous pose ce problème-là. Si j'applique le PFD à D1 par rapport à R0, supposé, bien sûr, les supposés galiléens, le repère R0 supposé galiléen, je vais avoir 3 équations. Je vais vous écrire les équations. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les équations, pas plus. Regardez mes équations lorsque j'écris le PFD. Je vais vous écrire le PFD. Voilà mon PFD. Ce n'est pas la peine que je vous donne, c'est à vous de refaire le calcul pour trouver le PFD. Voilà mes 3 équations. C'est m facteur de R1 plus R2 θ seconde est égal, moi j'ai mis est égal mg sinus θ plus Rθ. Je vais vous dire c'est quoi Rθ. Et moins m facteur de R1 plus R2 θ point est égal moins mg. Ça, c'est le terme accélération, ça, c'est le terme des forces. L'accélération suivant ER, l'accélération suivant Eθ, etc. Ça, c'est suivant ER, hein. Ça, c'est suivant Eθ. Θ point carré, je m'excuse, θ point est égal à mg cosinus θ plus R. Et G1, normalement c'est un G1, Z0, phi seconde est égal moins R1, Rθ. Alors, ne pas mélanger R1 et R2 avec les grands R. Alors, grand R, c'est quoi? R, c'est R indice R, R indice θ, sur Z, c'est 0, c'est dans la base ER, Eθ, EZ0. Ça, c'est le composant de la réaction. Quelle réaction? C'est la réaction au point I. C'est la réaction de quoi? C'est la réaction du disque 1, du disque 2 sur le disque 1. C'est la réaction du disque 2 sur le disque 1. C'est la réaction avec laquelle le disque 2, il pousse le disque 1, et c'est l'inverse, c'est moins. D'accord? Donc, elle a pour composante R. On va poser que cette réaction a ces composantes-là. Eh bien, le PFD me donne 3 équations. Vous voyez, le PFD vous donner 3 équations. Ça, c'est impeccable. Très bien. À ces équations, vous voyez très bien, d'abord que le PFD vous permet de calculer Rθ, composante de la réaction. La réaction, vous l'avez ici. Hein. La réaction R, vous n'avez que 2 forces. Vous avez le poids, qui est ici, appliqué en G1, et vous avez la réaction du disque D1, D2 sur D1. Cette réaction, je ne connais pas sa direction, bah, je vais la mettre quelque part, comme ceci. RI. De 2 sur 1. Cette réaction, elle aura pour composante sur ER, c'est RR, et sur Eθ, c'est Rθ. Très bien. Vous voyez que le PFD, la première remarque, le PFD me permet de calculer Rθ et RR. Et par la suite, en prenant ce RR, en le remplaçant ici, je vais avoir l'équation du mouvement relative à θ parce que c'est un problème où il y a normalement 2 équations. Vous avez θ et phi. Vous pouvez d'abord avoir, bien sûr, on aura donc 2 équations. L'équation relative à θ et l'équation relative à phi. Bien. Alors, vous pouvez remplacer ça ici et avoir une équation où vous avez le phi. Très bien. Mais faites attention. Nous avons un problème à 2 variables. Sauf que lorsqu'on impose la condition de roulement sans glissement, c'est-à-dire le nombre de degrés de liberté devient 1 et non pas 2. Ça veut dire qu'on aura besoin d'une seule variable pour décrire le problème.
Alors jusque-là, je n'ai pas utilisé la condition de roulement sans glissement. Si je veux utiliser, bien sûr, puisqu'il nous dit dans le problème qu'il faut prendre la condition de roulement sans glissement, eh ben, ici, elle n'est pas. Je ne l'ai pas encore introduite. Il faut, une fois que je trouve mes équations, il faut introduire la condition de roulement sans glissement. Vous voyez très bien que la condition de roulement sans glissement, je vais l'introduire à la fin de mon problème. Ici, R1 plus R2, θ point, moins R phi point est égal à 0, moins R1 phi point. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire avec? Eh bien, normalement, vous allez soit laisser la variable θ, soit laisser la variable phi. Par exemple, je veux pas de variable phi, je veux la variable θ. Ben, je vais faire ça. Juste vous faire ça ici. Voilà. Voilà. J'ai ceci. J'ai d'abord moins R1 θ. Alors, Rθ, c'est quoi? C'est ça moins ça. Rθ, c'est M R1 plus R2. Je crois qu'il y a non, c'est pas là. C'est pas là. θ seconde. Je pense qu'il y a un carré quelque part, mais c'est pas grave. Moins mg, sinus θ. Ça, c'est Rθ. Très bien. Je remplace dans la seconde équation, c'est-à-dire ceci plus, je vais multiplier par R1 plus, oh là là, ça me donne du calcul. Bon, plus, bah, je vais mettre plus. Je vais mettre J phi seconde, J1 Z0, phi seconde plus R1 facteur est égal à 0. D'accord? Facteur de M R1 plus R2 θ seconde moins mg sinus θ, ceci est égal à 0. R1, donc très bien. D'accord? Alors, dans cette équation, il faut que je tienne compte pour avoir l'équation du mouvement, je tiens compte de la condition de roulement sans glissement. J'ai ça, θ point est égal à R1, c'est-à-dire que j'ai R1 phi point est égal à R1 plus R2 θ point. Et donc, ceci seconde est égal à ceci seconde. Je remplace ça ici. Je vais faire la chose suivante. Je vais multiplier par R1, je vais diviser par R1. Je vais le noter seulement J. Hein. Je vais le noter seulement J pour ne pas le traîner. Et je multiplie par R1. D'accord? Eh bien, ce R1 phi seconde, je vais le remplacer par R1 plus Rθ. Et je vais avoir donc l'équation du mouvement, c'est que mon équation du mouvement devient le J, ça, c'est mr carré sur 2. Hein. Ce J, c'est mr carré sur 2. Donc ça, sur R1, facteur de R1 phi seconde, ça veut dire facteur de R1 plus R2 θ seconde, et plus MR1, facteur de R1 plus R2 θ seconde, et moins MGR1 sinus θ est égal à 0. Oui, j'ai une équation relative à θ. Donc je vais mettre R1, R2 en facteur. Je vais avoir R1 plus R2 θ seconde, facteur de MR1 plus J sur R1 et moins MG R1 sinus θ est égal à 0. Je pourrais même simplifier par R1, c'est-à-dire que je vais diviser par R1, diviser par R1, diviser par R1. D'accord? Je vais avoir ceci sur R2 et je n'aurai pas ça. Avec J sur R2, c'est M sur 2. Et ceci, ça fait un M sur 3. 3M sur 2. Ça fait un 3M sur 2. Et vous aurez votre équation relative à θ. L'équation relative à θ, la voilà. L'équation relative à θ, c'est finale. Hein. L'équation relative à θ finale, c'est M 3M sur 2, R1 plus R2 θ seconde, moins MG sinus θ est égal à 0. Voilà votre équation lorsqu'on tient. J'ai les équations du PFD
Et en plus, il faut que je tienne compte de la condition de roulement sans glissement. Vous voyez très bien que j'ai pris la condition de roulement sans glissement à la fin. Très bien, ça c'est bien. Et j'arrive ici. Maintenant, si je veux faire autrement, regardez, je vais faire autrement. Je vais calculer le Lagrangien, c'est-à-dire le Lagrangien de mon système, et je vais tenir compte de la condition de roulement sans glissement au départ dans le Lagrangien, directement dans le Lagrangien. Et bien voilà ce que je vais faire. Voilà mon Lagrangien. Je vous donne le Lagrangien directement. Je vous donne le Lagrangien et je vais tenir compte de la condition de roulement sans glissement dans le Lagrangien directement. Vous voyez déjà, j'ai deux choses différentes. Soit je laisse la condition de roulement sans glissement à la fin, c'est un moyen pour traiter le problème. Sinon, je prends mon Lagrangien, je vais vous donner le Lagrangien. Je vais voir le Lagrangien il est où? Mon Lagrangien, il est ici. Mon Lagrangien L est égal, oh là là, c'est pas ça. Je me dépêche un petit peu parce qu'il faut que je vous donne, voilà, mon Lagrangien. Ah oui, voilà, mon Lagrangien, c'est m sur 2. La masse m du facteur, bien sûr, ça c'est R1 plus R2. Θ point carré, c'est quoi? C'est la vitesse du centre de masse. Et plus 1 demi. Et si vous avez m sur 2, R carré 1, c'est M1 R carré, c'est J, facteur de phi point carré. Ou bien, vous pouvez le laisser avec un J, si vous voulez. Oui. Et moins, bien sûr, l'énergie potentielle, c'est moins mg, facteur de R1, plus R2, et un cosinus θ. Ça, c'est votre Lagrangien. Mais si je veux, à partir d'ici, tenir compte de la condition de roulement sans glissement, c'est-à-dire de R1 plus R2, θ point moins R1, phi point est égal à 0, je l'injecte ici. Là, je l'injecte ici. Je l'injecte directement. Si je l'injecte directement, eh bien, je vais trouver un Lagrangien L est égal, c'est-à-dire que vous allez remplacer psi point, ou bien vous allez remplacer, vous multipliez par R1 carré, vous divisez par R1 carré, ou bien ce R1 carré, vous le mettez ici. D'accord? Vous le mettez ici, vous aurez m sur 2, R1 carré phi point, et R1 phi point carré, c'est R1 plus R2 θ point au carré. Et donc, vous aurez le Lagrangien, c'est 3m sur 2, facteur de R1 plus R2. Oh là là, le Lagrangien, c'est au carré, je m'excuse, au carré, θ point carré, moins mg, R1 plus R2, cosinus θ. Voilà mon Lagrangien. Et donc, si vous voulez calculer l'équation du mouvement, c'est-à-dire d sur dt, dl sur dθ point, moins dl sur dθ est égal à 0, et vous allez trouver la même équation que nous avons trouvée ici. Vous allez trouver à partir du Lagrangien, lorsqu'on met directement cette chose-là à l'intérieur. Je vais trouver la même équation, c'est-à-dire je vais trouver 3m sur 2, facteur de R1 plus R2 θ seconde, moins mg sinus θ est égal à 0. Bien sûr, vous allez trouver R1 plus R au carré ou R1 plus R2, vous simplifiez, vous trouvez ceci. Et voilà donc, il y a une troisième, je n'ai pas fini, je vais continuer un petit peu, s'il te plaît. Vous avez deux autres possibilités. Vous voyez, il y a encore deux autres possibilités. Voilà la deuxième possibilité. La troisième possibilité. La troisième possibilité, faites attention, je ne vais pas l'écrire parce qu'on n'a pas le temps. J'ai supplié d'ailleurs CETA pour nous laisser un petit peu de temps. La troisième possibilité est la suivante. J'ai la condition de roulement sans glissement. La voilà. Je ne vais pas faire ce calcul. Je ne vais pas introduire cette condition de roulement sans glissement à l'intérieur du Lagrangien, mais je vais utiliser les multiplicateurs de Lagrange. Les multiplicateurs de Lagrange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette équation de roulement sans glissement, celle-ci, va se traduire par une équation identique, mais avec les vitesses virtuelles, moins R1, psi point étoile 1,
Et puisque j'ai une seule équation de liaison non holonome, je vais traiter le problème avec les liaisons non holonomes. Et puisque j'ai une seule équation non holonome, eh bien, je vais le multiplier par un seul lambda de Lagrange. Un seul opérateur de Lagrange qui est lambda. Et donc, j'aurai lambda R1 plus R2 θ point, moins lambda R1 phi point étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci, ce terme-là, c'est le terme qui est égal à Qθ. Et ce terme-là, c'est le terme qui va avec le Qφ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez écrire vos équations. L'équation relative à θ, ça va devenir dl, par exemple dl sur dθ. Vous prenez ce Lagrangien, vous ne mettez pas ça à l'intérieur. Vous le multipliez par un lambda et vous rajoutez ces expressions de l'autre côté du Lagrangien. dl sur dθ point moins dl sur dθ. Vous mettez est égal à lambda facteur de R1 plus R2. Tout simplement. Et ici, vous mettez d sur dt, dl sur d phi point, moins dl sur d phi est égal moins lambda R1. Alors faites attention, si vous n'avez pas fait ça, vous allez trouver un problème parce que, regardez, si je calcule dl sur d phi point, c'est j, c'est 1 demi-j, ça fait, si vous voulez, j phi point. Et d sur dt, c'est j phi seconde. d sur d phi, il n'y en a pas, c'est 0. Ne faites pas ça, on n'a pas ça égal à 0. Non, on a j phi seconde est égal à moins lambda R1. D'accord? Parce que j'ai utilisé la condition de roulement sans glissement, c'est une liaison non holonome. D'accord? Ça, c'est une manière, c'est d'introduire les multiplicateurs de Lagrange. Sinon, il y a une quatrième possibilité. Alors, la quatrième possibilité, c'est quoi? C'est que je ne vais pas tenir compte de la condition de roulement sans glissement. Je vais la laisser comme si ça n'existe pas. D'accord? Et je vais utiliser la puissance virtuelle de la réaction RI. D'accord? Je vais utiliser la puissance virtuelle de la réaction RI. Mon Lagrangien, il va rester toujours le même. D'accord? Mon Lagrangien. Alors, la quatrième possibilité. Je laisse mon Lagrangien. Je ne fais pas ça. Je ne passe pas par les conditions les multiplicateurs de Lagrange. Je ne veux pas passer par les multiplicateurs de Lagrange. Si je suis là, et si je ne tiens pas compte de la condition de roulement sans glissement, je vais prendre la puissance virtuelle de RI sur le point I par rapport à R0. C'est-à-dire, c'est RI fois la vitesse étoile de I appartenant à D1 par rapport à R0. Mais cette fois-ci, cette vitesse-là, elle n'est pas nulle parce que je ne l'ai pas imposée au départ. Je calcule ceci, je les introduis dans les équations de Lagrange parce que cette chose-là est égale à R θ 0, multiplié par 0. Ici, c'est R1 plus R2 θ point moins R1 phi point, ici 0. Vous voyez très bien que ça nous fait étoile. Étoile, ça nous fait Rθ facteur de R1 plus R2, j'arrive, et moins R1 Rθ phi point étoile. Alors, qu'est-ce que je trouve? J'ai mon Lagrangien, je vais écrire mes équations comme d'habitude, mais avec un second terme. Vous voyez que ceci, c'est quoi? C'est Qθ. Et ça, c'est Qφ. Vous voyez très bien que le Qθ et le Qφ, il est exactement identique que les multiplicateurs de Lagrange, c'est-à-dire que Rθ n'est rien d'autre que votre lambda que vous avez introduit tout à l'heure. On va revenir à la même chose. D'accord? Et c'est tout. Alors, la seule chose que je ne vais pas faire avec vous, c'est comment retrouver la composante radiale, parce que le PFD nous donne la composante radiale, tandis que lorsqu'on part avec Lagrange, on n'a pas la possibilité d'avoir la composante radiale. Mais si
on peut refaire le même calcul, mais cette fois-ci, je vais choisir une vitesse virtuelle qui est dans le sens de ER, c'est-à-dire que je vais prendre une vitesse virtuelle quelconque, et par la suite, je vais calculer ça. Je vais vous donner, si vous voulez, je vais vous donner la correction de ça. Je vais vous donner la correction totale de ça. Et c'est exactement pareil que la série numéro 4. Le PFD, le PPV, c'est le même problème. D'accord? Eh bien, j'espère que vous avez bien compris. Alors, si vous avez des questions, sur comment on a trouvé, etc., ça, c'est impeccable. Vous pouvez poser vos questions. Sinon, les TD, les Excel, ça, c'est... Bon, vous voyez très bien que vous avez tout, hein, vous avez tout. Merci pour votre attention.